par certaines remarques qu'il y a pu avoir tout à l'heure, de par certaines personnes de mon département. Je fais confiance à Laurent pour pouvoir régler cela. Vous vous souvenez tous qu'il y a à peu près un an, on était un peu perdus eu égard à la défaite qu'on a connue avec notre candidat. Il fallait remobiliser. J'ai fait le choix à cette époque-là, avec une personne qui est dans la salle, je ne vais pas citer son nom, de booster les réseaux sociaux. Ce pari a été gagnant parce qu'on a donné la force aux gens, on leur a inculqué l'envie de rester au parti. Beaucoup partaient, on a tous eu des propositions en marche, beaucoup sont partis chez les marcheurs, mais la grande majorité est restée avec nous grâce aux réseaux sociaux. On ne pouvait pas faire les marchés parce qu'on était attaqués, eu égard aux problèmes que vous connaissez avec M. Fillon, mais les réseaux sociaux nous ont aidés, nous ont beaucoup aidés, et croyez-moi, le numérique, c'est la campagne de demain. Il est clair que si on ne met pas l'accent sur le numérique, demain, il y a fort à parier qu'on ne gagnera pas beaucoup d'élections. Dernière chose que je voudrais dire, je parle un peu au nom de la Guyane et de l'Afrique. Je remercie les compatriotes de la Guyane. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en Guyane, on parle d'immigration, mais on a, à titre d'exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Maripasoula, on a pratiquement 75% de la population qui est d'origine immigrée. On en parle moins parce que c'est un peu loin, mais sachez que ces territoires sont beaucoup touchés par les problèmes d'immigration. Alors, je finis en disant, j'ai confiance à Laurent Wauquiez, j'ai confiance à vous tous et je vous remercie pour la confiance placée en moi. Pas parce que je suis la Seine-Saint-Denis, j'insiste dessus. Confiance placée en moi parce que j'estime que Laurent s'est rappelé que j'avais un vieux diplôme de droit et il s'est dit pourquoi ne pas le mettre dans la commission de recours. Merci Laurent. Merci Laurent, merci Verlaine. C'est beau comme du Verlaine. Elle fait partie de ces nombreux jeunes députés. Vous en souvenez, monsieur Laurent Wauquiez, quand vous étiez jeune député. Jeunes députés qui ont été élus pour la première fois à l'Assemblée nationale en juin dernier. Émilie Bonivard. Chers amis, cher Laurent, si je devais résumer en un mot la raison essentielle de mon engagement, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire, très court, ce serait servir. Servir mon pays, nos concitoyens, nos territoires. Quelle richesse et quelle fierté, tout simplement, d'être française. Avoir cette conscience, c'est s'efforcer. Voilà, on va revenir sur ce plateau, quitter pour un tout petit instant cette salle de la Mutualité où ce Conseil national, bien sûr, se poursuit. Olivier Roucan, on a évoqué ce qui s'est passé cet après-midi, à l'occasion de l'intervention de Valérie Pécresse à la tribune de ce Conseil national. Comment vous l'avez interprété, vous, voilà ce qu'on peut appeler tout de même un événement, un mini-événement dans l'événement, tout de même. Oui, mais ça revient à ce qu'on disait au début. C'est la vie d'un parti politique, au-delà des tentatives d'incarner le rassemblement, doit faire avec l'époque. L'époque, c'est l'époque aussi de la mise en scène de l'événement. On a vu une Valérie Pécresse tout à fait à l'aise, en robe rouge, pour créer son buzz aujourd'hui et valoriser sa différence. Elle appelle ensuite à la diversité. Alors pour bien comprendre ce que vous dites, selon vous, elle a mis en scène la séquence à laquelle on a assisté en direct sur notre antenne, cette entrée dans la salle, puis son intervention, puis son départ de la salle. Voilà, son départ, et il faut souhaiter que ce soit en effet pensé, sans quoi ce serait un peu inquiétant. Donc c'est une volonté de marquer, elle s'impose là, elle désorganise un peu ce Conseil national, mais elle permet aussi à Laurent Wauquiez d'être le garant du rassemblement. Il vient tout de suite à la tribune et il l'a fait applaudir. Donc, il se positionne aussi dans ce moment qui ne lui est pas très favorable, en rassembleur et même en protecteur d'une Valérie Pécresse. Donc, c'est un jeu de rôle, on l'a vu à maintes reprises par le passé. Il faut se rappeler de la vie interne du RPR, on ne va pas remonter, mais en 1976, quand Jacques Chirac crée le RPR. Donc, la droite unie, c'est un vieux rêve, c'est un vieux discours, ça n'a jamais été le cas. Et on en a un exemple supplémentaire aujourd'hui. Alors, il se trouve que le micro des chaînes parlementaires était à la sortie de Valérie Pécresse de cette salle de la Mutualité après qu'elle ait prononcé donc ce discours cet après-midi. Écoutez. Je crois que clairement, il y a besoin de faire des efforts et des gestes de rassemblement et malheureusement, vous l'avez vu de visu.
les choses sont extrêmement tendues et il faut réapprendre à se respecter les uns les autres, à se parler, à s'entendre, à se considérer tout simplement, parce que toutes les sensibilités de la droite doivent pouvoir s'exprimer au sein de notre mouvement et c'est très important. Si on se rétrécit, on perdra, si on s'élargit, on gagnera. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a encore un problème de respect du pluralisme et de conviction sur la nécessité du pluralisme partout dans la vie du parti. Mais je vais y travailler, croyez-moi. Nicolas Prissé, tu auras un problème de pluralisme, selon elle, dans ce parti. Est-ce que cet après-midi, elle a marqué des points dans son parti en se démarquant ainsi? Comment est-ce que vous jugez ce qu'elle vient de faire au regard de ce qui va suivre? L'attitude de Valérie Pécresse, c'est de dire à Laurent Wauquiez, tu n'as pas le champ libre pour mener entièrement la barque des Républicains là où tu veux la mener, c'est-à-dire dans une ligne politique conservatrice. Eh bien, Valérie Pécresse, aujourd'hui, en ayant cette attitude, en ayant ce discours, rappelle à Laurent Wauquiez qu'à l'intérieur du parti, il a déjà sa propre opposition qu'elle peut représenter elle-même, mais aussi d'autres personnalités. On a entendu les deux compétiteurs de Laurent Wauquiez pour cette présidence des Républicains, Maëlle de Calan et Florence Portelli, qui, eux aussi, ont fait valoir leur posture, leur position, leur part électorale, les 25% à eux deux qu'ils ont cumulés pendant cette élection pour la présidence des Républicains et qui vont aussi faire entendre leur propre voix, leur propre sensibilité jupéiste pour l'un, ou ancien jupéiste plutôt pour l'un et ancienne filloniste pour l'autre. Ça veut dire que Laurent Wauquiez, à l'intérieur de son propre parti, il a une opposition qui est certes éclatée mais qui entend donner de la voix, n'entend pas se taire. Et puis, n'oubliez pas non plus qu'à l'extérieur du parti, il y a d'autres grandes figures de la droite qui, elles aussi, à un moment ou un autre, reviendront dans le débat national. On pense par exemple à Xavier Bertrand qui a laissé entendre à nos confrères de la Voix du Nord qu'il se préparait éventuellement pour 2022, que lui aussi serait peut-être dans cette course-là. Donc ça veut dire que Laurent Wauquiez, en interne, à l'intérieur du Parti des Républicains et aussi en externe, face à Xavier Bertrand ou d'autres, aura fort à faire pour asseoir son autorité et pour prétendre représenter à lui seul l'opposition, incarner l'opposition et le meilleur opposant à Emmanuel Macron. Il faut bien voir que quand on interroge les Français, ça s'est vu dans plusieurs sondages, savoir quel est le meilleur opposant aujourd'hui à Emmanuel Macron, c'est pas Laurent Wauquiez qui apparaît en premier. Il y a d'abord Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ça veut dire que pour le nouveau président des Républicains, il y a un chantier colossal d'influence et de marquage de son propre territoire qui, on l'a vu avec Valérie Pécresse cet après-midi, ce chantier-là ne fait que commencer pour lui. Vous évoquiez le nom de Florence Portelli, c'est vrai qu'elle faisait partie des opposantes. Elle s'était présentée contre Laurent Wauquiez à l'occasion de l'élection du président des Républicains en décembre dernier. Elle n'a pas souhaité être présente cet après-midi à la Mutualité, Florence Portelli. Ludovic Faux, par rapport à ce qui vient d'être dit, on s'interroge toujours sur la bonne manière de faire pour exister quand on a été lourdement battu, comme ça a été le cas des Républicains, pour un certain nombre de personnalités du parti. Est-ce qu'il faut exister à l'extérieur? Vous avez évoqué le nom de Xavier Bertrand avec sa manufacture. Ou est-ce qu'il faut avoir un pied dedans, un pied dehors, comme Valérie Pécresse? C'est quoi la bonne stratégie pour exister dans ces cas de figure, finalement? Chacun a fait son choix, effectivement, et des choix très, très différents. Si on en juge par l'écho médiatique sans doute qu'aura ce Conseil national aujourd'hui, le choix de Valérie Pécresse de rester à l'intérieur tout en faisant entendre sa voix est sans doute un choix assez payant en termes de résonance médiatique. Xavier Bertrand, lui, demain réunit ses réseaux, ses amis de la manufacture. On verra quelle résonance ça a, mais sans doute un peu moindre que le Conseil national d'aujourd'hui. Donc c'est toute la difficulté, effectivement, pour Laurent Wauquiez qui est pris entre deux feux. Vous posiez la question de savoir si tout à l'heure Valérie Pécresse avait marqué des points en interne. Alors au sein des Républicains, parmi les militants qui restent, sans doute pas, puisqu'on sait que Laurent Wauquiez est ultra majoritaire, mais ce qui se joue effectivement, ce sont déjà les batailles d'après, et notamment l'élection présidentielle de 2022. Et on voit là effectivement que certains ont fait le choix de rester à l'intérieur, d'autres ont fait le choix de sortir. En tout cas, il y a eu une passe d'armes cet après-midi entre
si on parle un peu du fond, entre Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, parce qu'il y a eu la forme, les sifflets, les applaudissements, mais ce qui s'est dit sur le fond a été... C'est la théorie des deux droites. Oui, a été assez violent. C'est-à-dire que Valérie Pécresse a lancé un double avertissement à Laurent Wauquiez en disant que les valeurs des Républicains étaient incompatibles avec celles du Front National, alors qu'on soupçonne Laurent Wauquiez, si ce n'est de vouloir faire alliance avec le FN, en tout cas de vouloir attirer ses électeurs. Et puis le deuxième avertissement, effectivement, c'était quand elle a parlé de la bataille de l'unité. Et là, effectivement, elle a un peu agité le chiffon rouge en parlant de deux droites, la sienne, plutôt progressiste, et celle de Laurent Wauquiez, qu'elle a qualifiée plutôt de conservatrice. Alors elle a certes dit que ces deux droites étaient réconciliables, mais on voyait bien que pour les militants qui étaient présents dans la salle, c'était difficile à accepter. Et Laurent Wauquiez lui a répondu, en rétorquant, lui, il y avait certes des sensibilités différentes, mais qu'il n'y avait qu'une droite, et en insistant bien sur le fait qu'il était prêt à tendre la main à ceux qui restaient à l'intérieur du parti. Les autres, bon débarras, a-t-il presque dit. En revanche, il a bien souligné qu'il n'y aurait pas de chapelle au sein des Républicains. On voit donc effectivement qu'il a essayé, vous disiez tout à l'heure, Olivier Roucan, de se montrer rassembleur. Il a aussi essayé d'imposer son leadership, montrer aussi bien pour mettre fin au sifflet que pour recadrer Valérie Pécresse que c'était lui le patron. Olivier Roucan, il y a une autre question qui va se poser très très vite parce que ça va être la prochaine échéance électorale. C'est quelle stratégie, quelle ligne pour les élections européennes. Ça sera donc en 2019. Est-ce que ce parti tel qu'il est, tel qu'on le voit aujourd'hui cet après-midi à la Mutualité, est capable d'avoir une véritable stratégie et sur quelle ligne concernant ces élections européennes selon vous? Il risque d'y avoir deux droites classiques sur la question européenne. Et c'est la raison pour laquelle je citais tout à l'heure le moment lors duquel Jacques Chirac fonde le RPR et toute la période pendant laquelle il va avoir un discours très eurosceptique pour l'époque. Donc on est un peu dans une comparaison qui est faisable. Là, Laurent Wauquiez assoit son leadership sur le parti néo-gaulliste et puis qui s'est transformé en reprenant un certain nombre de fondamentaux qui le poussent à polariser son discours et à tracer ce qu'a dit Jean Leonetti tout à l'heure, des frontières. Et donc la question européenne le met forcément un peu mal à l'aise, mais c'est un moment nécessaire pour, encore une fois, essayer de limiter le discours et la voilure du Front National. C'est ça la Ce que vous nous dites aussi, c'est précisément sur cette question européenne que la synthèse n'est pas forcément évidente à réaliser à ce stade. Non, et surtout que l'UDI et le groupe parlementaire formé sera là pour vouloir asseoir sa marque européenne, parce que c'est dans son identité à cette UDI. Donc il risque d'y avoir là un moment difficile pour ce parti, mais je pense que la stratégie de Laurent Wauquiez sur cette question, c'est une stratégie à moyen terme. Donc ça va être un moment difficile, mais lui, je pense qu'il s'est déjà préparé à le passer, si vous voulez. Et la prise du parti et les personnes qu'il assoit au sein de ce parti devraient lui permettre de passer ce mauvais moment. On va écouter Gérard Larcher dans un instant en direct à l'occasion de cette édition spéciale et de ce Conseil national des Républicains. Et puis ensuite, ça sera bien sûr à Laurent Wauquiez de prendre la parole en tant que président de sa formation politique. Il y a un petit peu de retard du côté de la Mutualité. On peut imaginer que Laurent Wauquiez devrait parler d'ici maintenant une trentaine de minutes. Nicolas Prissette, Gérard Larcher, quelle place va-t-il occuper sur l'échiquier des Républicains aujourd'hui Alors on a un Gérard Larcher qui est assez présent finalement auprès de Laurent Wauquiez, alors que les deux hommes ne partagent pas nécessairement les mêmes sensibilités. Gérard Larcher, c'est la droite humaniste sociale européenne. Gérard Larcher qui, s'exprimant sur Laurent Wauquiez, expliquait cette semaine qu'il serait comme saint Thomas, c'est-à-dire qu'il serait peut-être un apôtre, c'est-à-dire qu'il suivrait son président, mais qu'il attendrait de voir les actes pour avoir un jugement définitif sur lui. On va écouter avec beaucoup d'attention ce que dit Gérard Larcher à la tribune de ce Conseil national. Après ce que nous avons entendu, je vous appellerai simplement à méditer sur la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Elle allait un pas de sénateur, alors que le Sénat n'existait pas. C'était la référence au Sénat de Rome, où les sénateurs étaient ceux qui apportaient le rassemblement et la paix, dont le pas dans les triomphes était lent, alors que les légionnaires marchaient d'un pas rapide. Eh bien, je vous propose d'être celui-là, mais pas seul,
avec vous tous. Cher Laurent Wauquiez, Monsieur le Premier ministre, cher Édouard Balladur, votre présence est un symbole et nous y sommes extrêmement sensibles. Je voudrais saluer et remercier pour le travail qu'ils font ensemble, pour le travail que nous faisons ensemble, nos 3 présidents de groupe. Bien sûr, Christian Jacob, qui préside ce groupe à l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau, qui est un exceptionnel président de groupe au Sénat. Et Franck Proust, celui qui préside les Français dans le cadre du PPE au Parlement européen. Chère Annie Genevard, cher Bernard Accoyer, avec qui nous avons vécu quelques semaines vivantes, permettez-moi de me tourner vers Jean Leonetti. Oh, j'avais préparé un texte, Jean, pour toi hier soir. Mais au fond, en t'écoutant, j'ai retrouvé le Jean avec qui j'ai partagé la passion pour le service public de la santé. J'ai retrouvé le Jean avec qui j'ai partagé des interrogations puis des avancées sur les questions éthiques. J'ai retrouvé le Jean qui, fort de son parcours assez exceptionnel aussi, imagine l'Europe de demain et porte un certain nombre de valeurs de référence. Merci, cher Jean, d'avoir accepté de présider notre Conseil national. À Laurent, je ne dis qu'un mot, car chacun connaît ma liberté. Bravo pour jeudi soir. Et merci. Mes chers collègues parlementaires, chers amis militants, c'est toujours avec un grand plaisir que je retrouve les militants de notre mouvement. Moi, qui jusqu'il y a quelques semaines présidais la 10e circonscription des Yvelines. Vous voyez que dans les Yvelines, on a des jeunes qui poussent et qui vont aller de l'avant. Et particulièrement aujourd'hui, ce premier Conseil national, après les bouleversements parfois déchirants qui ont marqué notre famille, notamment l'an dernier. La solidité d'une famille se mesure aussi à l'aune des difficultés qu'elle rencontre et qu'elle peut traverser. Ce Conseil national est la démonstration, je le ressens profondément, je suis là depuis ce matin, j'avais 10 minutes de retard, Jean, mais j'étais là depuis ce matin. Ce Conseil national est la démonstration de notre solidité et de notre volonté de poursuivre sur la voie que tant d'autres avant nous ont tracée, et Virginie Calmels l'a rappelé dans son dernière image. Alors, à tous, je vous dis merci. Merci d'avoir résisté. Merci d'avoir tenu. Merci d'être nombreux. Merci d'être prêts à relever le défi de la reconstruction et du rassemblement. Quant à moi, je vous propose de nous inscrire dans l'action. L'action qui, avec nos collègues sénateurs, avec Bruno, nous a conduits à la victoire aux élections sénatoriales au mois de septembre dernier. L'action qui seule permettra de reconstruire une opposition organisée, volontaire, claire dans son projet pour la France. Un projet qui correspond à cette certaine idée que nous nous faisons de notre pays. Pour que celle-ci soit aussi en capacité de répondre, cette France, aux défis de l'Europe, à laquelle je crois, et à ceux du monde, où entre extrémisme, violence, drames humains, migration, il faut que nous continuions à porter la parole du progrès et la parole des valeurs universelles. Vous savez, j'ai beaucoup parcouru mon pays, notre pays, ces derniers mois, convaincu que je suis que le pouls de la France bat dans nos territoires, tous nos territoires.
Et j'ai la sensation d'être revenu avec 2 cailloux dans ma chaussure. Le premier caillou, c'est vraiment le sentiment de ce que j'écrivais à François Hollande en 2015, qu'il y a une France à côté. Oui, à côté. Celle qui ne se sent plus dans le jeu. Et nous l'avons entendu ce matin dans l'intervention des membres du Conseil national. Cette France qui se sent à l'écart. Tant de territoires urbains, ruraux, de bourgs-centres, de petites villes, tant de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils ne comptent plus. En fait, ils comptent les rideaux fermés des commerces, des centres-bourgs et des centres-villes. Ils attendent parfois, et ça n'est pas anecdotique, encore un réseau de téléphones portables convenable. Et autour de certaines métropoles même, ils sont sans transport collectif, ou ils n'osent plus les utiliser pour des raisons de sécurité. Oui, ils ont le sentiment d'être mis définitivement à côté. Et que décidément, le pouvoir, les décisions ne s'intéressent plus qu'à quelques régions ou à quelques métropoles puissantes, comme m'interrogeait récemment un élu rural du Pas-de-Calais. Mon second caillou, et il nous concerne tous, c'est l'état de défiance qui s'est installé entre le pouvoir et les citoyens, entre les citoyens et leurs élus. Une grande nation ne peut admettre que certains de ces territoires se sentent abandonnés. Une grande démocratie ne peut accepter cette fracture entre citoyens et parlementaires. Un pays comme le nôtre doit être attentif à l'exercice des responsabilités régaliennes par l'État. Et aujourd'hui, je vous le dis, le régalien est à la peine. L'exemple actuel des crispations de l'administration pénitentiaire et l'état de nos prisons en est un symptôme. Il y a le malaise des forces de l'ordre. Il y a l'inquiétude dans le service public hospitalier. Il y a la recentralisation rampante d'un gouvernement qui marque sa défiance permanente entre les pouvoirs et les élus territoriaux. Il y a ce signal incroyable d'abdication de l'autorité de l'État dans sa décision sur le projet de Notre-Dame-des-Landes. Oui, notre tâche est immense et ces défis, nous devons les relever. Nous allons débattre en cette année du 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République, de la réforme constitutionnelle et institutionnelle que propose le Président de la République. Je suis, pour ma part, toujours réservé quand on nous propose de toucher à la Constitution, clé de voûte de l'œuvre du général de Gaulle pour notre pays. Et si je suis réservé, ce n'est pas par je ne sais quel conservatisme, mais tout simplement parce que cette Constitution nous a permis de traverser bien des crises et de cohabitations. Elle a assuré, au gré des alternances, la stabilité politique indispensable à la conduite du pays. Je mesure la responsabilité qui va être celle du Sénat, des sénateurs, donc la mienne, dans ce débat, qui ne peut pas être un marché de dupes ou un coup politique, mais un débat de fond sur ce qui peut permettre de contribuer à renouer cette confiance citoyen, élu, territoire. Si c'est une révision pour mieux faire la loi, la faire mieux comprendre à nos concitoyens, une révision pour renouer ce lien citoyen-élu, une révision pour mieux contrôler le gouvernement, mieux faire fonctionner certaines institutions, alors oui, par-delà les clivages partisans, nous pourrions en être si l'équilibre des pouvoirs et si l'équilibre des territoires sont respectés. Ce débat, ce n'est pas seulement un débat entre 577 députés, 348 sénateurs, le président de la République, le gouvernement. C'est un débat qui concerne notre pays,
Le temps du dialogue, je l'espère, va s'ouvrir. Au Sénat, nous y sommes prêts, dans l'esprit de ce contre-pouvoir que nous incarnons et qui a pour boussole l'intérêt de la France. Oui, oui, mes chers amis, je suis là avec ma sensibilité, attentif au respect de la diversité de notre mouvement. Je suis militant des Républicains et naturellement, je le demeure parmi vous. Mes chers amis, comment imaginer une opposition qui ne serait incarnée que par la France insoumise ou le Front national? Je suis trop attaché aux valeurs qui fondent notre pacte républicain pour l'accepter. Aucune république, aucune démocratie ne peut exister sans un contre-pouvoir à l'exécutif et à sa majorité naturellement alignée à l'Assemblée nationale. L'instauration du quinquennat a d'ailleurs renforcé le fait majoritaire. Et si la seule voie institutionnelle différente, c'est l'Assemblée que j'ai l'honneur de présider, donc le Sénat qui l'incarne, car il ne dépend pas d'élections présidentielles, nous avons tout autant besoin, cher Christian, mes chers collègues députés, de notre groupe à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin de nos parlementaires européens, nous avons besoin de tous nos élus territoriaux, nous avons besoin de tous nos militants. Alors, les Républicains, c'est à partir de cet instant, on dépasse nos querelles. On respecte nos différences, elles sont légitimes. On s'ouvre sur les autres sensibilités et formations dont les valeurs de démocratie et d'humanisme sont proches des nôtres. Oui, on s'engage dans le débat d'idées, mais nous ne partons pas de rien, cher Bernard Accoyer. Le débat, il est vivifiant, il est enrichissant, il ne doit jamais être déchirure. Alors, les Républicains, on y va tous ensemble, on se met à la tâche pour que vivent les Républicains, vive la République et vive la France! Mes chers amis, vous êtes venus pour lui. Et quels que soient les talents qui se sont exprimés, et Dieu sait si celui de Gérard Larcher est immense et combien nous avons besoin de forces solides comme la sienne, je vous invite à faire une ovation à Laurent Wauquiez, notre président. Eh bien, mes amis, nous sommes là. Et vous êtes là. Et ce jour marque le premier jour de notre reconstruction. Le premier jour de ce long chemin qui doit permettre la renaissance de la droite en France. Nous avons connu la défaite. Nous avons déçu et nous avons parfois écœuré. Mais petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, nous nous sommes employés à rebâtir.
Nous nous sommes battus aux législatives, cher Christian. Nous avons gagné, cher Gérard, et je suis fier de ta présence et je t'en remercie. Elle nous honore. Nous avons gagné au sénatorial. Nous avons doucement, parfois trop doucement à mon goût, fait réentendre petit à petit la voix de la droite. Et vous surtout, vous avez été là. Vous avez déjoué tous les pronostics qui disaient qu'il n'y aurait pas de participation à l'élection de décembre. Vous avez fait entendre la force des Républicains. Vous leur avez montré la vitalité de ce qui est le grand parti de la République en France. Je veux vous en remercier et je veux surtout que vous sachiez que c'est pour moi le plus beau des encouragements et que si je ne lâche jamais rien, c'est parce que je sais que vous êtes là, à mes côtés. Merci. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle page que nous ouvrons. À partir d'aujourd'hui, nous tournons le dos aux erreurs du passé. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle droite qui commence. Et comme à chaque moment de notre histoire politique, c'est vers vous que je me tourne, vous qui êtes les militants de ma famille politique, et vous qui m'avez toujours tout donné, tout au long de mon parcours. Au moment où nous allons entreprendre ce grand défi, j'ai une pensée évidemment pour tous ceux qui ont incarné dans les épreuves la renaissance de notre famille politique. Ne l'oubliez jamais, vous êtes les héritiers d'une grande histoire, une histoire qui nous oblige. Vous êtes les héritiers du général de Gaulle, celui qui n'a jamais renoncé et surtout celui qui n'a jamais dévié de son cap. Vous êtes les héritiers de Georges Pompidou, celui qui conciliait tout à la fois les racines et la modernité. Vous êtes les héritiers de Jacques Chirac, le président qui aimait tant les territoires de la France. Et bien sûr, vous comprendrez que j'ai une pensée toute particulière en ce jour pour Nicolas Sarkozy, qui a su redonner sa fierté à la droite. Et je tiens aussi, cher Bruno, à rendre hommage à François Fillon. Les attaques contre lui ont été souvent indignes et je lui suis reconnaissant d'avoir porté avec force nos idées sans jamais chercher à acheter le calme en édulcorant son projet. Notre histoire, c'est la vôtre, Monsieur le Premier ministre, celui auquel je dois tant par les échanges réguliers que nous avons ensemble. Celui dont je n'oublie jamais que c'est lui qui a œuvré pour le redressement de l'économie de notre pays après les erreurs funestes des périodes de François Mitterrand. Merci de votre présence, Monsieur Balladur. C'est pour moi la présence de Michel Alliot-Marie, dont l'attachement à la famille gaulliste n'a jamais vacillé et dont l'affection ne m'a jamais manqué. C'est l'histoire de Bernard Accoyer, qui dans cette année terrible a tenu la barre, lui qui est le premier des militants. C'est votre histoire. C'est l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui, dans notre famille politique, avaient des convictions, avaient du caractère, avaient le verbe haut, pratiquaient la politique comme je l'aime, celle de ces figures hautes en couleur, à l'image de Charles Pasqua ou de Philippe Séguin. C'est aussi à eux que je pense dans ce moment.
Alors je n'oublie rien de ce passé qui fait notre force. Mais je sais aussi que maintenant, il nous appartient d'écrire une nouvelle histoire pour la droite. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense profondément que de cette défaite, nous pouvons sortir plus forts. À une condition, c'est que nous ayons tous les courages et toutes les audaces. Parce que pendant trop longtemps, petit à petit, la droite s'est contentée de devenir une non-gauche, voire même parfois une gauche au ralenti. Une droite gestionnaire au petit pied, décevante, se contentant de débats étriqués dans lesquels nous assumions si peu nos valeurs. Eh bien aujourd'hui, cette défaite a une vertu. Le fait que tout ait explosé, que tous les repères aient été mis à terre, oblige à changer parce que ce n'est plus possible. Après nos terribles défaites, la droite doit repenser sa raison d'être. Les ambiguïtés d'Emmanuel Macron nous obligent à repenser ce que nous sommes. Et si certains politiques dans notre famille se sentent aujourd'hui si impuissants parce que le gouvernement ferait quelques réformes, j'ai la conviction que c'est parce qu'en réalité, pour eux, être de droite, ce n'était pas grand-chose, et que quand on bouge quelques articles dans le Code du travail, ils perdent tous leurs repères parce qu'ils n'avaient pas de colonne vertébrale, pas de vision, pas de valeur. Je connais trop cette tentation maintes fois répétée de la droite française qui cherche à acheter des brevets de respectabilité en se trahissant. Regardez-moi, je suis respectable puisqu'au fond, je suis si peu de droite. Tous ceux qui pensent qu'il y aurait d'un côté les archaïques et de l'autre les modernes, et que pour être moderne, il faudrait regarder du côté de la gauche. Eh bien, je pense tout l'inverse. Je pense que la droite doit retrouver sa colonne vertébrale. C'est pour cela que je suis à vos côtés. Je veux vous rendre votre dignité et je veux que nous puissions dire très sereinement, mais avec la plus grande énergie, nous sommes de droite et nous sommes à nouveau fiers d'être de droite. Après l'élection de notre parti en décembre, bien des commentateurs y sont allés de leurs petites analyses, en disant « Attendez, Laurent Wauquiez va mollir son discours, ne vous inquiétez pas, il va mettre un peu d'eau dans son vin, pour l'instant ce sont des propos de tribune, mais il va évidemment remettre le cap en direction de la gauche. » Eh bien, je leur dis, eux qui sont aujourd'hui tous surpris, je ne changerai pas et je n'ai aucune intention de changer. Il est si fréquent en politique pour glaner quelques petits points temporaires dans les sondages, de dire l'exact inverse de ce que l'on portait pendant l'élection. Je ne me livrerai pas à cette comédie. Je leur dis que mon cas est encore plus grave que ce qu'ils pensent et que ce qu'ils peuvent imaginer. Ce n'est pas une stratégie politique. Le pire, c'est que je pense tout ce que je dis et que je suis convaincu que si l'on veut redresser le pays, la droite doit aller au bout de ses idées. Alors, je connais mes amis, je connais le prix à payer. Je connais les caricatures que la droite doit essuyer quand elle a dans notre pays l'audace de redresser le regard. Et je vois aussi tout ce qui est fait
pour plier notre échine. Je vois leur regard dans les débats, quand l'on refuse de se soumettre et qu'on leur dit très directement en face et très calmement, mais sans rien leur lâcher, l'inverse de ce qu'ils voudraient entendre. Eh bien, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a cette phrase que j'aime bien de Audouard, n'ayez pas peur, les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite. Mais pour rebâtir, il nous faut ouvrir les portes et les fenêtres. J'ai voulu donner sa chance à une nouvelle génération. Nous avons voulu faire monter les talents que la droite a trop souvent étouffés. Et je remercie ici Christian de m'y avoir aidé. Christian Jacob fait partie de ceux qui ne tanguent jamais dans la tempête. Jamais. Je remercie Bruno de m'avoir apporté son soutien, lui qui fait partie de ceux qui portent une vraie ossature et une vraie conviction pour ce qu'est notre famille politique. Je remercie Franck, qui avec la délégation européenne dont je suis si fier, porte aussi la voix de la France au sein du Parti populaire européen. Merci à toi, Franck. Et je remercie l'équipe qui, autour d'Annie Genevard, a à peine 40 ans d'âge de moyenne. Elle est pleine d'énergie, elle est pleine d'envie et surtout, ils aiment travailler ensemble. Nous allons faire monter de jeunes députés, nous allons faire monter de jeunes maires, nous allons faire monter de jeunes militants et nous allons faire monter des militants qui ont des cheveux blancs comme moi, mais qui ont le cœur jeune et généreux. Mais pour rebâtir, il va falloir que nous reprenions le plaisir du débat. Car petit à petit, nous avons cessé de débattre. J'ai connu une époque où l'on discutait, où le ton parfois montait le soir, mais où le lendemain, une fois que le cap était arrêté, tout le monde jouait le jeu de l'équipe et ne pratiquait pas les petites phrases dans les couloirs pour espérer que les micros des médias se tendent vers vous parce que l'on tire contre son camp. Oui, Jean. Petit à petit, ce sont les rivalités de personnes qui ont remplacé les débats d'idées. Et ces rivalités nous ont tués parce que les Français nous ont jugés sévèrement. Jean, toi qui as accepté de t'engager, de prendre la présidence de notre Conseil national, tu appartiens à la sensibilité centriste. Tu as toujours défendu tes idées. Tu n'as pas toujours été majoritaire, mais tu es toujours resté à l'intérieur de notre famille politique parce que tu en as respecté le débat. Le débat, je l'aime passionnément, parce que c'est cela qui fait la sève de la vie politique. Et je ne sanctionnerai jamais un membre de notre famille politique parce qu'il se lève et qu'il dit « je ne suis pas d'accord et je veux exprimer mes idées ». Souvenez-vous, quand j'avais lancé le débat sur le RSA et sur les dérives de l'assistanat. Souvenez-vous, quand j'avais commencé à tirer les sonnettes d'alarme sur le fossé qui se creusait entre l'Europe et les peuples. Souvenez-vous, quand j'avais commencé à demander que nous arrêtions de baisser le regard sur les questions d'identité et de laïcité, alors que tout le monde à l'époque sous-estimait encore la montée du radicalisme. Il m'est arrivé aussi d'essuyer les critiques des dirigeants de notre mouvement. Mais je n'ai jamais menacé de claquer la porte. Je suis toujours resté dans ma famille politique parce que c'est en débattant que l'on peut porter ses idées,
On reste dans sa famille politique. On ne brade pas ses idées pour un poste au gouvernement. Je veillerai, mes amis, à ce que nous ayons des débats animés. Je veillerai à ce que vous ayez la parole, et pas seulement pour réagir, mais pour proposer. Je n'aime pas ce gouvernement qui fait tout depuis les ministères parisiens. Eh bien, je veux que notre parti, lui, soit organisé à partir de la base et de ce qu'est la vie quotidienne des Français, parce que je vois monter ce risque de déconnexion. Ce débat, il se fera dans le respect de chacune des sensibilités. Je veux que Virginie Calmels, je veux que Guillaume Pelletier, dont je connais le talent, la fougue et l'énergie, je veux que Damien Abad, qui est avec moi dans ma région et que j'ai vu grandir, et je suis fier, Damien, du chemin que tu fais parcourir. Je veux que Valérie Pécresse, je veux que Éric Ciotti puissent exprimer leurs idées en toute liberté. Mais en revanche, je le dis, je ne laisserai plus les petites chapelles et les querelles d'ego affaiblir notre famille politique. Je ne distribue pas de postes aux enchères pour acheter le silence des uns et des autres parce que ces petites cliques ont failli tuer les Républicains. Je tends la main à chacun, mais il faut maintenant qu'ils comprennent que le temps des écuries est révolu. Si l'on veut s'engager, on le fait tous ensemble. Je veux que l'on retrouve le plaisir de l'engagement en commun. Nous sommes les Républicains. Et je veux surtout que chacun comprenne la responsabilité qui est la nôtre. Tout le travail des marcheurs, Gérard, Virginie, vous l'avez si bien dit, consiste à faire croire que si l'on n'est pas avec eux, on est un archaïque. Que si l'on ne pense pas comme eux, on n'a rien compris à la marche du monde. Pour Emmanuel Macron, son gouvernement doit se tenir à l'abri de ce qu'il appelle les passions tristes. Les gens qui ne sont rien. Mais qui sont ces gens qui ne sont rien? Les classes moyennes de France. Vous, ceux qui demandent juste à être respectés et qui ont trop souvent le sentiment d'être oubliés. Ceux qui expriment trop souvent avec raison leur inquiétude pour l'avenir de leurs enfants. Ceux qui croient dans la force et la vitalité de la République française, mais qui constatent trop souvent qu'on l'a mise la tête à l'envers. Eh bien, que leur disent les marcheurs? Qu'ils appartiendraient au monde d'hier, qu'ils n'ont pas la voix au chapitre, que le peuple n'est pas raisonnable et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais que reste-t-il de la politique quand on se méfie du peuple? Que reste-t-il de la démocratie quand on méprise la volonté du peuple? Ils voudraient nous faire croire qu'il n'y a qu'un seul chemin, que le temps du débat politique serait fini, que la France devrait se soumettre au seul choix qu'ils proposent, la voix de quelques experts qui pensent mieux que nous, qui savent mieux que nous et qui disent au reste du monde ce qui est bon pour lui. Eh bien non, Monsieur Macron, nous refusons de vous suivre quand vous expliquez qu'il n'y a pas de culture française. Non, non, Monsieur Macron, nous refusons de vous suivre quand vous humiliez la France en allant en Algérie et en expliquant que notre histoire serait celle de crimes contre l'humanité.
Non, Monsieur Macron, nous ne vous suivrons jamais quand vous humiliez l'armée française et que vous cherchez ensuite à leur tenir un discours inverse. Et non, Monsieur Macron, nous n'acceptons pas la façon dont vous traitez les retraités français, parce que ça n'est pas juste. Non. Tous les Français ne sont pas sommés de se taire et de vous applaudir. Il y a d'autres voies, il y a d'autres chemins, et c'est la démocratie. Ceux qui veulent imposer leur pensée unique nous conduisent à l'échec. Et j'aime cette phrase de Philippe Séguin, il est temps de montrer aux Français qu'il y a plusieurs voies possibles, qu'ils ont le choix. Il est temps de leur montrer qu'on les mène vers une impasse et que l'espérance est ailleurs. Nous sommes les Républicains et nous avons le devoir pour tous les Français de recréer le débat et de réouvrir le choix. C'est la démocratie. Et nous le ferons sans jamais être sectaires, parce que c'est l'honneur de notre famille d'avoir toujours mis l'intérêt de la France avant les clivages politiciens. Et nous le ferons en ne nous contentant pas de dénoncer, mais en ayant toujours le souci de proposer. Mes amis, pour cela, nous allons prendre le temps de forger le nouveau logiciel de la droite. Mon ambition est de reconquérir tous les terrains que nous avons abandonnés petit à petit aux censeurs du politiquement correct. La nation, l'immigration, la frontière, les classes moyennes, mais aussi l'école, la culture, l'écologie, le social. Parce que sur tous ces sujets, petit à petit, nous avons laissé la voie de la droite reculer. Eh bien, c'est fini. Nous ne reculerons plus et je veux que nous ayons l'audace de remettre à plat nos idées, car il y a des leçons à tirer de nos échecs. La droite, Virginie, doit assumer un discours courageux dans la lutte contre le gaspillage de l'argent public. Les Français sont las de ces politiques qui font tant de promesses, qui ensuite sont incapables de faire la moindre économie et qui viennent après prendre dans la poche des Français les finances qu'ils ont été incapables de trouver. Mais c'est précisément, Pascal, ce que fait Emmanuel Macron. La dépense publique va augmenter de 7 milliards. Il avait promis d'économiser sur la durée de son quinquennat 120 000 postes dans la fonction publique. Il en supprime dans le périmètre de l'État cette année 324. Il lui faudra donc un siècle pour arriver à tenir sa promesse. Je lui souhaite longue vie, mais croyez-moi, on a quand même bien l'intention de l'arrêter avant. Et le résultat, où est-il? Monsieur Balladur, vous le savez bien. Le résultat, c'est que quand l'État n'économise pas, il augmente les impôts. On nous a parlé non-stop pendant 6 mois de la suppression de la taxe d'habitation, 3 milliards d'euros. Et il voudrait que nous ne parlions pas dans cette rentrée de l'augmentation de la CSG, 23 milliards d'euros. Je suis auvergnat et je sais encore compter. Oui, les impôts augmentent dans notre pays. Et nous, que proposons-nous? Parce que ma conviction, c'est que la droite doit tenir ce discours courageux sur les économies. Mais que si l'on tient ce discours courageux sur les économies, on ne peut pas en même temps proposer aux Français un programme dans lequel on leur dit non seulement on va devoir faire des efforts, mais en plus on va augmenter vos impôts. Je veux que la droite change son logiciel et qu'elle comprenne qu'on ne peut plus être une famille politique aujourd'hui de droite qui propose encore des programmes avec une augmentation d'impôts. Nous avions
dans notre programme la hausse de la TVA. Je ne veux plus que cette proposition soit reprise. Nous ne pourrons peut-être pas faire autant de choses que ce que nous avions prévu. Mais je veux que nous puissions venir devant les Français en leur disant « c'est la droite » et quand vous votez pour la droite, vous avez une garantie, il n'y aura aucune augmentation d'impôts. Sinon, les Français ne peuvent pas nous faire confiance. Et je l'applique évidemment dans ma région, comme Bruno dans toutes nos régions de droite, où nous avons tous refusé de faire des augmentations d'impôts. Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui a dégagé le plus grand taux d'économie sur les dépenses de fonctionnement. Je veux que nous n'ayons pas deux discours et que les gens, quand ils nous écoutent, puissent se dire « je ne juge pas seulement sur les discours, je regarde les actes et je peux vérifier que ce qu'ils disent, ils le tiennent. Sinon, plus personne ne peut nous faire confiance. » Il faudra du courage, parce que si l'on veut faire des économies, il faut un discours de vérité. Il faut sortir, évidemment, des 35 heures. La France ne pourra pas défendre ses emplois si elle travaille moins que tous nos voisins. Et je demande d'ailleurs au gouvernement, où est passée cette promesse dont le président de la République nous rabattait les oreilles quand il était en campagne, la défiscalisation des heures supplémentaires. La CSG, ça, c'est au rendez-vous. Par contre, la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est oublié. Rappelons-leur ce qu'est la totalité des promesses qu'ils avaient tenues. Oui, il faut que nous portions une réforme ambitieuse des régimes de retraite. Et la seule réforme ambitieuse des régimes de retraite qui vaille, c'est celle qui mettra à égalité une bonne fois pour toutes les retraites du public, du privé et la suppression de tous les régimes spéciaux de retraite. Mais c'est pour cela que je n'accepte pas la façon dont Emmanuel Macron traite et parle des retraités en France. Les retraités sont les premières victimes des augmentations d'impôts. Ce n'est pas juste. On ne peut pas faire 40% des cadeaux fiscaux cette année aux 5% des plus riches et augmenter massivement la CSG. Le président de la République avait expliqué que seuls les retraités les plus aisés seraient concernés. J'ai un couple de retraités de Haute-Loire qui est venu me voir, qui vient d'arriver à la retraite, 2 retraités modestes, qui touchent chacun à peine 1 000 € de retraite. Eh bien, ils vont connaître une augmentation de CSG de 450 €. Ce n'est pas juste. Est-ce cela, Monsieur Macron, ce que vous appelez les retraités aisés? Est-ce cela votre conception de la justice et de ce qu'est une politique fiscale? Non. Les retraités ne sont pas des privilégiés. Ils ont souvent travaillé dur. Ils ont souvent travaillé beaucoup plus dur que ce que notre génération ne travaille actuellement. Ils n'ont pas volé leur retraite, elle est le fruit d'une vie de travail et vous commettez une lourde erreur en voulant opposer les retraités et les actifs. Nous, ici, nous défendons la solidarité entre les générations. Je veux aussi, comme Éric a le courage de le défendre, que nous puissions lutter contre tous les gaspillages administratifs, toutes les folies de notre pays qui est capable d'inventer tant d'usines à gaz, tant de normes, tant de contraintes, tant de règles, qui découragent tous ceux qui veulent faire quelque chose. Mais en revanche, mes amis, je refuserai toujours que notre famille politique démantèle l'assurance maladie. Parce que l'assurance maladie, cela fait partie pour moi de ce qu'est notre pays et de ce qu'est la France.
La générosité de la France, c'est cette promesse qui consiste à offrir à tout citoyen de notre pays, qu'il soit riche ou qu'il soit modeste, la possibilité d'être soigné de la même manière. Je crois dans une droite qui est sociale. Je crois dans une droite qui est exigeante, mais je crois dans une droite aussi qui n'oublie pas les racines du gaullisme social et qui n'oublie pas que notre droite à nous en France a toujours été une droite généreuse. C'est pour cela, vous le savez, que je vous demande toujours de vous engager sur les questions du handicap, qui sont si maltraitées, parce que notre famille politique a toujours porté la question du handicap. Mais je vous demande de porter notre vision du social, qui est une vision du social à droite. La justice n'est pas un mot de gauche, que je sache. Je veux que nous tendions la main à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais je revendique aussi évidemment la liberté de dire que nous en avons assez de fermer les yeux et de nous taire quand certains profitent du système et tirent sur la corde en affaiblissant la solidarité nationale. Parce que dans bien des cas, celui qui reprend un travail dans notre pays ne gagne pas plus à la fin du mois que s'il était resté chez lui à cumuler les prestations sociales. Alors cela ne plaît pas quand on le dit. Eh bien je le dis car c'est la vérité. Les classes moyennes sont trop souvent les oubliés de notre système social. Ceux qui respectent les règles. Ceux auxquels on demande sans cesse plus. Ceux qui vont être les premières victimes des augmentations d'impôts cette année. Et ceux auxquels on explique qu'ils n'ont jamais droit à rien. On ne peut pas accepter que le gouvernement remette en cause la politique familiale et que dans le même temps, on continue à offrir l'accès gratuit à notre système de solidarité pour des étrangers qui n'ont même jamais cotisé une heure sur le sol national. Je souhaite aussi, dans cette grande refondation de nos idées, que nous prenions le temps, Virginie, de réfléchir à notre approche de l'économie. Tu le sais, je suis pour les libertés à l'intérieur. J'en ai assez que tous ceux qui prennent des risques, qui créent de l'emploi, montent leur entreprise, ont le courage de devenir artisans, commerçants, reçoivent comme première récompense un courrier de l'URSSAF, une visite de l'inspecteur du travail, une augmentation de charges. J'en ai assez que ceux qui se mettent à travailler reçoivent comme première reconnaissance de la part de la République le fait de leur dire « vous n'avez plus le droit à ceci » ou « vous n'avez plus le droit à cela ». Je pense que la lutte sera rude, parce que l'administration a pris le pouvoir sur le politique dans notre pays et que nous avons démissionné depuis beaucoup trop longtemps. Nous devons redonner de l'oxygène. Nous devons redonner de la compétitivité, nous devons avoir le courage de dire que ceux qui ont envie de réussir seront soutenus par la famille des Républicains, que ce soit de modestes salariés chez Michelin, que ce soit des artisans qui créent leur petite PME ou que ce soit des gens qui sont à la tête des grands groupes du CAC 40 et qui font aussi la fierté de notre pays. Mais à l'inverse, je veux aussi que nous soyons lucide. Je veux que nous sortions de notre naïveté dans l'approche de la mondialisation. Comment comprendre que la Chine, elle, ferme l'accès à ses propres marchés publics et que dans le même temps, l'Union européenne offre l'accès à 90% de notre marché public aux produits chinois sans que nous ayons la moindre possibilité de donner la préférence à nos propres entreprises ? Notre famille politique a péché depuis beaucoup trop longtemps d'une absence de lucidité sur ces thèmes. Je réclame que l'on soit ouvert avec les pays qui sont ouverts.
Mais je réclame aussi que l'on soit fermé avec les pays qui sont fermés et qui, eux, ne respectent pas les règles du jeu. Plus de liberté à l'intérieur, mais plus de protection à l'intérieur quand nous avons en face de nous des pays qui n'ont pas la même approche. Tous les pays au monde le font. Le Japon se protège, les États-Unis favorisent leurs entreprises, et nous serions la seule zone économique au monde à ne pas donner la préférence à nos propres emplois. Nicolas Sarkozy avait sauvé Alstom. Emmanuel Macron l'a bradé en le vendant aux Allemands. Pour nous, le patriotisme économique n'est pas un gros mot. Et il y a une époque, Michel, Nadine, où l'Europe défendait la préférence communautaire. Pourquoi avons-nous renoncé? Je ne crains pas le débat sur l'Europe. Je l'attends. Certains voudraient nous faire croire, Jean, comme tu l'as si bien dit, que le débat serait entre les pros et les anti-Europe. À ma droite, Marine Le Pen, qui plaide pour le repli derrière la palissade du village gaulois et le retour à une monnaie nationale. Une folie, dans une époque où la France doit affronter des pays comme la Chine ou comme les États-Unis. Ce que propose Marine Le Pen, c'est juste la faillite des épargnants, de tous ceux qui travaillent et de toute notre économie. Mais à ma gauche, Emmanuel Macron, à ma gauche, qui lui propose toujours plus de ce qui ne marche pas. Plus de commissions européennes, plus d'agences administratives, plus d'impôts et surtout plus d'élargissement. Je suis pour l'Europe, mais c'est parce que je suis pour l'Europe que je veux qu'elle change. Nous aurons à combattre deux dangers, le repli sur soi et la fuite en avant vers toujours plus de ce que les peuples ont rejeté. Il faut renforcer Erasmus. Il faut une Europe de la recherche qui soit capable de trouver le vaccin contre Alzheimer. Mais à l'inverse, je demande évidemment que nous retrouvions pour l'immigration notre souveraineté nationale dans la maîtrise de nos frontières, parce que Schengen, ça ne marche plus. Et nous aurons de vrais débats. Et notre délégation européenne à Bruxelles et à Strasbourg a fait avancer bien des thèmes. Monsieur Macron propose l'élargissement de l'Europe aux pays des Balkans. Il propose une nouvelle fois d'élargir l'Europe à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Serbie et à la Macédoine. Oui, nous aurons un beau débat sur l'Europe. Les Français auront le choix. S'ils veulent que l'Europe s'élargisse encore à de nouveaux pays, qu'ils votent pour En Marche. S'ils veulent que la Bulgarie rentre dans Schengen, qu'ils votent pour En Marche. S'ils veulent une Europe qu'on remette la tête à l'endroit, dans laquelle il n'y aura plus aucun élargissement tant qu'on n'aura pas refondé l'Europe, qu'ils votent pour les Républicains. Et nous allons ouvrir avec vous tous cette réflexion, en partant de cette idée fondatrice qu'avait eue Édouard Balladur au début des années 90, quand il avait tiré toutes les sonnettes d'alarme au moment où l'Europe s'est élargie de façon folle. Il avait clairement plaidé pour une Europe des cercles qui soit organisée autour d'un noyau dur limité à quelques pays. L'Europe fonctionnait quand elle était à 12, elle ne marche plus quand elle est à 27. Il faut organiser différents cercles pour remettre l'Europe sur de bons rails. Je demanderai à Édouard Balladur de venir nous éclairer dans cette réflexion sur l'Europe. Merci à lui. Et que tous ceux qui veulent l'épauler soient les bienvenus. Mais je veux aussi que nous reprenions à notre compte les enjeux de demain.
Il est plus que temps de faire émerger une écologie de droite. On ne peut continuer à laisser les thèmes de l'écologie à quelques ayatollahs qui ne fonctionnent que par interdit, que par fermeture ou que par normes administratives. L'écologie est un gigantesque défi qui mérite mieux qu'une poignée d'extrémistes. Je crois à une pensée écologique de droite qui mise sur l'innovation, qui mise sur le projet, qui comprenne que l'on peut tout à la fois créer de l'emploi et préserver notre environnement. Une écologie qui comprenne que la première des écologies est d'abord de remettre les produits de notre agriculture dans nos assiettes au lieu de faire venir des produits de la terre entière, fussent-ils bio. Une écologie qui est le souci, Gérard, comme tu l'as si bien dit, de la défense des territoires, de tous les territoires, de cette France parfois dédaignée par Emmanuel Macron, cette France des départements, cette France des petites villes, cette France des maires auxquels il a tourné le dos, cette France dans laquelle il n'investit plus. Nous devons tenir cette promesse qui était si belle de la République française, de porter à la fois la fierté de la capitale parisienne, mais aussi de dire qu'une petite commune de la Creuse, de la Lozère ou de l'Aveyron doit avoir accès à la même égalité des chances. C'est cela l'écologie de droite à laquelle nous croyons. C'est une écologie, Bruno, qui défend les valeurs profondes qui sont les nôtres, qui sont celles des terroirs, qui sont celles de la transmission, qui sont celles de l'appartenance à une maison commune, avec ses paysages, sa nature et son identité. Il paraît que c'est un mot qu'on n'a plus le droit d'employer, son identité. Ce qui fait que pour nous, quand on parle d'écologie, nous pensons à chacun de ces petits bouts de France qui nous émeuvent. L'écologie de l'enracinement. Cet enracinement dont parlait si bien la philosophe Simone Veil. Les racines, disait-elle, il faut retrouver ce sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, pour une chose précieuse, pour une chose fragile et périssable. Il faut donner quelque chose à aimer et ce quelque chose, ce doit être la France. Ça, c'est l'écologie de la droite. Alors oui, vous l'avez compris, je refuse de laisser le monopole du social à la gauche. Je refuse que nous continuions à reculer sur tous ces thèmes que nous avons petit à petit abandonnés et qui ont été usurpés par En Marche. Mais je refuse aussi de laisser le monopole de la sécurité ou de l'immigration à l'extrême droite. Vous avez vu la façon dont on cherche à nous faire taire sur ce sujet. Ça fait trop longtemps que quand on les aborde, nous avons pris l'habitude de mettre du papier de soie, de surtout prendre un luxe infini de précautions de langage pour s'assurer que personne ne comprenne rien à ce qu'on veut dire et pour que surtout, à l'arrivée, personne ne puisse nous reprocher d'avoir outragé tous les censeurs du politiquement correct qui peuplent les débats de notre pays. Et pourtant, Guillaume, il n'a jamais été aussi important de se battre pour que la France prenne la mesure du défi. Alors, je le dis avec fermeté, Emmanuel Macron capitule face à l'insécurité. Depuis son élection, il a gravement sous-estimé ces sujets et aujourd'hui, c'est la réalité qui lui saute au visage. Celle de la caserne de Grenoble qui a été incendiée, celle des policiers de Champigny qui ont été attaqués sauvagement, celle des pompiers le jour de la Saint-Sylvestre qui sont caillassés quand ils vont dans des quartiers pour sauver des vies, celle des gardiens de prison qui ont poussé un cri de détresse confrontés à la montée de la radicalisation islamique dans les prisons.
Les derniers chiffres de la délinquance sont alarmants, avec notamment une explosion des attaques contre les forces de l'ordre. Chaque jour en France, ce sont 90 agressions qui ont lieu chaque jour contre des gendarmes, contre des policiers, contre des forces de l'ordre. Des agressions qui ont souvent lieu avec des armes à feu. C'est cela aujourd'hui la réalité de l'insécurité dans notre pays. Et cette réalité s'explique par une évidence. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, ce sont les voyous qui imposent leurs lois. Et ils le font parce qu'ils savent que dans notre pays, on est rarement poursuivi. Ils le font parce qu'ils savent que dans notre pays, on est encore plus rarement condamné. Ils le font parce qu'ils savent que dans notre pays, les peines sont encore moins exécutées. Les chiffres sont terribles. Il y a 70 000 détenus en France et il y a 100 000 peines non exécutées ou en cours d'exécution. Autrement dit, il y a plus de condamnés en liberté en France que de condamnés en prison. La réalité, c'est que quand un policier est attaqué et qu'il doit sortir son arme pour se défendre, il est obligé de réfléchir à 2 fois parce qu'il sait que c'est lui ensuite qui sera traîné devant la justice et qui devra s'excuser. Et que fait le gouvernement, Philippe? Rien. J'accuse Emmanuel Macron d'avoir gravement sous-estimé tous ces sujets. Et comment d'ailleurs un gouvernement qui a cédé devant une petite poignée de zadistes pourrait-il avoir la fermeté nécessaire pour faire face à l'insécurité et aux délinquants dans notre pays? Je les observe depuis 8 mois et je vois clairement que l'autorité n'est pas une valeur en marche. Ils n'ont rien changé aux lois Taubira. Le ministre de l'Intérieur nous fait perdre du temps avec sa police de sécurité du quotidien au lieu de s'occuper de la sécurité quotidienne des policiers. Ils n'ont porté aucune loi pour renforcer les peines. Ils ont réduit de façon absurde leur programme de construction de places de prison. Et la garde des Sceaux parle d'aménagement de peine. Elle veut moins de peines de prison. Nous voulons plus de places en prison. Eux sont dans la culture du laxisme. Et je vous l'ai dit, il nous faut porter des propositions précises. Nous demandons l'abaissement de la majorité pénale pour répondre à la violence d'une délinquance de plus en plus précoce. Nous demandons en urgence la construction de 15 000 nouvelles places de prison dans les 4 ans qui viennent, conformément aux engagements qui avaient été pris. Et nous proposons avec force l'instauration qui n'a jamais été faite en France de peine plancher pour tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement refuse cette mesure de bon sens. C'est une mesure de bon sens parce qu'il faut tout simplement que la peur change de camp, parce qu'il faut tout simplement que quand les voyous s'en prennent à nos forces de l'ordre, il faut qu'ils comprennent enfin qu'ils seront condamnés et qu'ils seront condamnés à des peines lourdes. Après les incidents terribles qui ont eu lieu depuis plus d'1 mois et demi dans notre pays et qui ont donné lieu à si peu de réactions de la part du gouvernement, je veux dire ici, avec la plus forte des autorités, que nos policiers, nos gendarmes, nos gardiens de prison, nos pompiers peuvent savoir
qu'ils trouveront toujours dans notre famille politique un soutien, parce que chez nous, on ne se trompe pas, un délinquant, ça n'est pas une victime de l'oppression sociale, c'est un délinquant. Et quand il a fait un délit, sa place est en prison. Je voudrais enfin, mes amis, finir par la question de l'immigration. Il faut que vous sachiez qu'en 2017, notre pays a délivré 260 000 titres de séjour. Et je ne parle bien sûr que des étrangers en situation irrégulière. Autant que la ville de Bordeaux. C'est un record. Jamais depuis 40 ans, notre pays n'avait accepté autant d'immigrés en une année. Et pourtant, notre situation n'a rien à voir avec celle qui était celle de la France dans les années 70. Notre chômage, pour nos jeunes, notre situation économique, les difficultés de l'intégration, la montée de l'intégrisme islamique devraient pourtant nous conduire à ce constat qui n'est que trop évident. Il y a trop d'immigration en France et il faut réduire de façon drastique l'immigration avant qu'il ne soit trop tard. Les mesures proposées par le gouvernement ne sont absolument pas à la hauteur du défi. On fait semblant de s'occuper du sujet. On nous amuse. On traite uniquement la partie du droit d'asile, c'est-à-dire 40 000 personnes sur les 260 000 titres de séjour qui sont délivrés maintenant dans notre pays. Je propose que nous remettions à plat la totalité de notre politique migratoire. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun outil qui fonctionne. Nous donnons parfois la nationalité à des personnes qui ne maîtrisent même pas correctement le français. Nous ne reconduisons plus à la frontière les étrangers qui ont été déboutés du droit d'asile. Que l'on soit en réalité régulier ou irrégulier, à l'arrivée, la force de la République et de la loi n'est même plus assurée. Cela ne marche plus. Il faut ouvrir sans tabou le débat. Les Français, vous avez droit à ce débat. Cela fait trop longtemps que notre pays accueille chaque année plus d'étrangers sans que nous nous interrogions à un seul moment sur nos capacités d'accueil. Faut-il garder le regroupement familial ? Faut-il adopter des quotas pour l'immigration choisie ? Peut-on continuer à accueillir un tel nombre d'étudiants étrangers alors que pour une partie, ils détournent les règles qui sont les nôtres ? Ne doit-on pas revenir sur le droit du sol ou sur le code de la nationalité ? Sur tous ces sujets, notre famille politique doit être celle qui aura le courage d'ouvrir le débat. Et je le dis calmement, mais fermement, ce n'est pas aux passeurs de décider de qui rentre en France, c'est aux Français de décider qui ils veulent ou qui ils ne veulent pas accueillir sur le sol de la République française. Alors oui, mes amis, il nous faudra du courage. Oui, mes amis, tout commence. Il faudra du temps et il ne faudra pas plier face aux attaques. Et au moment où nous allons entamer ce grand défi, je vous demande d'avoir confiance. Ne doutez pas. Portez en vous cette phrase de ce poète que j'aime tant, Yves Bonnefoy. Aimez cette heure, mes amis, où se dénouent les signes. C'est presque l'aube. Oui, c'est presque l'aube pour les Républicains.
Mes amis, je veux sortir la politique du double langage. Je crois que si notre pays a tant de difficultés, c'est parce que depuis beaucoup trop longtemps, les politiques ont pris l'habitude de vouloir tout concilier, de trop chercher à plaire, de ne pas assumer de choix, de dire à chacun ce qu'il avait envie d'entendre. Je crois que cette politique-là ne dit plus rien et qu'elle ne fait plus rien. C'est la politique du « en même temps ». C'est la politique qui prétend changer le code du travail tout en requérant les sourires des syndicats. C'est la politique qui prétend réformer l'État, mais qui laisse filer la dépense publique. C'est la politique qui supprime la taxe d'habitation, mais qui en réalité augmente la CSG. C'est la politique qui, en matière d'immigration, prétend faire de l'humanité et de la fermeté et qui ne fait ni l'un ni l'autre. Cette politique n'a rien de neuf. C'est la politique des non-choix. C'est celle qui a amené la France dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est la politique de l'ambiguïté permanente. Alors oui, elle peut plaire un temps, mais je suis convaincu qu'elle se conclura par de lourdes déceptions, parce que, faute de courage, elle ne va jamais au bout des choix qui s'imposent. Lincoln le disait si bien, on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Monsieur Macron ferait bien de méditer cette phrase. On ne dupe pas la France sur la durée. Eh bien, moi, je vous invite à cette politique des convictions. Je vous invite à cette politique du courage. Je vous invite à cette politique qu'attendent les Français parce qu'elle seule a le courage de dire à voix haute ce que trop d'élus ne veulent plus voir. Je vous invite à la seule politique qui redonnera à notre pays ses valeurs. Je vous invite à sonner le réveil de la France. Vive la République et vive la France! Voilà, c'est donc avec cette Marseillaise et ce discours de Laurent Wauquiez que s'achève ce Conseil national des Républicains que vous avez pu suivre tout au long de l'après-midi sur notre antenne. Nicolas Prissel, journaliste politique, est toujours avec nous pour commenter ce qu'a été cette intervention de Laurent Wauquiez, ainsi que Ludovic Faux, journaliste à LCPN, bien sûr. Messieurs, peut-être dans le contexte, une première impression
l'impression générale. C'est le premier jour de la reconstruction des Républicains, a dit Laurent Wauquiez. Ça a même été une de ses toutes premières phrases à l'occasion de ce discours qui a duré 1 heure cet après-midi à la Mutualité. Est-ce qu'il a bien passé ce cap? Est-ce qu'il a été au rendez-vous cet après-midi, ce rendez-vous du premier jour de la reconstruction, pour reprendre ses termes? Il avait, Laurent Wauquiez, plusieurs objectifs à travers ce discours. D'abord, en quelque sorte, synchroniser et incarner le nouveau leadership des Républicains, lui qui a été donc élu à la présidence de ce parti. Et dans un premier temps, il a eu un premier temps de discours où il s'est adressé aux élus et aux militants à la première personne, Laurent Wauquiez, qui a donc, à travers cette formulation, souhaité affirmer son identité, incarner cette nouvelle autorité, en faisant référence bien sûr aux anciens, aux plus anciens, notamment Nicolas Sarkozy, en citant aussi les personnalités dans la salle, de sorte de montrer qu'il n'est pas réduit à la caricature qu'on a souvent de lui, c'est-à-dire quelqu'un qui incarnerait uniquement une ligne droitière et une ligne conservatrice. Il était dans cette disposition d'esprit de rassemblement tel que on a pu l'entendre de la part de ses soutiens pendant toute cette journée, même si ce rassemblement a été aussi en quelque sorte écorné par l'intervention de Valérie Pécresse. Rappelons-le. Et puis 2 autres objectifs ensuite dans ce discours. Se poser en premier opposant à Emmanuel Macron, ce qu'il a fait pendant de longues minutes, et s'adresser, comme il avait prévu, à l'électorat du Front National, qui est sa cible électorale principale. Il l'a dit, il l'a répété, il a décliné ses thèmes. Donc voilà, c'était les 3 objectifs de Laurent Wauquiez, me semble-t-il, cet après-midi. Incarner la nouvelle autorité des Républicains, l'opposition à Emmanuel Macron, s'adresser au électorat d'extrême droite. Ludovic Faux, il a été à la hauteur de l'événement, il a été à la hauteur de ce premier jour de la reconstruction. Oui, c'était son grand oral devant son parti après le grand oral de jeudi soir sur France 2. Il y avait 2 sous-objectifs, au-delà effectivement de l'objectif d'incarner le nouveau leadership à la tête des Républicains. Les 2 sous-objectifs, effectivement, c'était de fixer le cap. Et c'est vrai qu'il a fait des efforts en termes d'image, de rassemblement, mais il a bien montré que c'était le rassemblement derrière ses idées. Et puis, effectivement, vous le disiez aussi, montrer le rassemblement. Alors là, on a bien vu que ce n'était pas gagné, effectivement, avec les incidents autour de Valérie Pécresse. Mais Laurent Wauquiez... L'épisode que nous avons vécu en direct à l'occasion de ce Conseil national concernant cette intervention de Valérie Pécresse, sifflée par une partie de la salle et qui a obligé Laurent Wauquiez à remettre un peu d'ordre dans ses troupes avant même qu'il prononce ce discours. Mais Laurent Wauquiez, il sait qu'il a un peu de temps devant lui. C'est pour ça qu'il dit qu'effectivement que c'est le premier jour de la reconstruction. Il souligne que le chemin sera long, mais il parie maintenant sur le temps qu'il a devant lui finalement pour imposer son leadership et ses idées. Vous savez, il avait une phrase, Laurent Wauquiez, pendant la campagne interne pour la présidence des Républicains. Il disait « J'ai un atout, tout le monde me tape dessus et je ne lâche pas sur la ligne politique ». Donc on crée une histoire, il y a un champion à droite. C'est ça qu'il a essayé de montrer aujourd'hui, Laurent Wauquiez, c'était qu'il y avait un champion à droite. Bon, il y a une condition, selon le président des Républicains, pour relever ce parti, c'est être fier de droite. On réécoute ce qu'il a dit à ce sujet. Je pense que la droite doit retrouver sa colonne vertébrale. C'est pour cela que je suis à vos côtés. Je veux vous rendre votre dignité et je veux que nous puissions dire très sereinement, mais avec la plus grande énergie, nous sommes de droite et nous sommes à nouveau fiers d'être de droite. Il y avait le besoin de réaffirmer nous sommes de droite et il nous faut à nouveau être fiers d'être de droite, Nicolas Prichet, cet après-midi. Bien sûr, parce qu'une partie de la droite n'est plus chez les Républicains, d'une part, si on parle des élus, bien sûr, si on parle des personnalités politiques, et puis une grande partie aussi des électeurs, puisque la cote de popularité d'Emmanuel Macron, le président de la République, est fondée pour une large part sur d'anciens électeurs de droite. Donc en réaffirmant que cette identité existe, qu'elle n'a pas disparu, qu'elle n'est pas évanescente, qu'elle ne s'est pas dissoute dans le macronisme, eh bien... Laurent Wauquiez a d'abord, en quelque sorte, replanté le drapeau des Républicains sur la scène politique en expliquant qu'il pouvait incarner un renouveau de ses idées, un renouveau de son organisation peut-être, et en essayant d'incarner une alternative au macronisme avec, bien sûr, l'idée de faire peut-être revenir
l'électorat qui est parti chez Emmanuel Macron, qui soutient aujourd'hui En Marche. Peut-être que cet électorat, un jour, reviendra vers les Républicains. C'est une partie du pari de Laurent Wauquiez, sachant que ce pari-là, c'est un pari à long terme, puisqu'il a d'abord, dans un premier temps, on l'a dit, d'abord l'objectif de capitaliser les voix qui sont aujourd'hui sur le Front National, sur Marine Le Pen. Donc il y a un peu ces deux bouts de l'électorat de droite qu'il a vocation à rassembler sur le long terme. Une première échéance, ce sera celle des européennes l'année prochaine. Il n'a pas beaucoup parlé d'Europe finalement dans son discours. On va y revenir, mais c'est vrai qu'il a assez peu parlé sur l'heure de son discours de l'Europe, c'est vrai. Mais en tout cas, on a compris qu'il avait plusieurs étapes posées sur son calendrier, plusieurs catégories de l'électorat de droite à faire revenir vers les Républicains. Et aujourd'hui, c'était en quelque sorte la première pierre, il l'a dit, il a parlé de refondation, le premier élément de restructuration de son projet politique. Jean-François Copé nous avait souvent dit qu'il fallait décomplexer cette droite. Il souhaite une droite décomplexée. Est-ce que c'est un petit peu cette même musique que vous avez entendue du côté de Laurent Wauquiez cet après-midi ? Oui, alors c'est ce que Laurent Wauquiez appelle, lui, la droite de retour. Et c'est vrai que finalement, il joue sur deux tableaux, Laurent Wauquiez, vis-à-vis de cet électorat de droite. Il est convaincu que, tôt ou tard, au fil du quinquennat, les électeurs de droite qui sont aujourd'hui séduits par Emmanuel Macron finiront par revenir déçus finalement des résultats de la politique du gouvernement, notamment en matière d'immigration et de sécurité. Et il est par ailleurs convaincu que le Front National est durablement affaibli après le débat d'entre-deux tours raté de Marine Le Pen et un certain nombre d'ambiguïtés du parti d'extrême droite. Et donc, effectivement, Laurent Wauquiez, il affiche sur des sujets comme la sécurité, l'immigration, mais aussi l'économie et le social, le visage d'une droite effectivement décomplexée qui assume ses idées et ses valeurs. Et d'ailleurs, il a dit, il faudra que nous mettions fin aux erreurs que nous avons commises par le passé, qui étaient de faire parfois des campagnes à droite, comme Nicolas Sarkozy, mais de pas forcément tenir les promesses une fois qu'on est au pouvoir. Alors ça, bien sûr, pour en juger, il faudra que les électeurs de droite acceptent dans un premier temps de faire à nouveau confiance de toute façon à Laurent Wauquiez et aux Républicains. Et puis il a voulu s'affirmer face au pouvoir en place, face à Emmanuel Macron, aux marcheurs. Charge contre Emmanuel Macron, c'était il y a quelques minutes à l'occasion de ce discours de Laurent Wauquiez. Eh bien non, Monsieur Macron. Nous refusons de vous suivre quand vous expliquez qu'il n'y a pas de culture française. Non, non, Monsieur Macron. Nous refusons de vous suivre quand vous humiliez la France en allant en Algérie et en expliquant que notre histoire serait celle de crimes contre l'humanité. Non, Monsieur Macron, nous ne vous suivrons jamais quand vous humiliez l'armée française et que vous cherchez ensuite à leur tenir un discours inverse. Et non, Monsieur Macron, nous n'acceptons pas la façon dont vous traitez les retraités français, parce que ça n'est pas juste. Non. Tous les Français ne sont pas sommés de se taire et de vous applaudir. Donc là, il s'agit d'être un opposant, clairement, dans les termes choisis, les thèmes. Oui, bien sûr, et on voit que c'est pas si facile que ça, finalement, pour Laurent Wauquiez d'incarner cette opposition, de trouver le bon angle d'attaque, le bon thème qui fera mouche contre Emmanuel Macron. Là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il formule 4 critiques. Il y en a 2 qui remontent à l'élection présidentielle, à la campagne présidentielle. Donc, des propos qu'a tenus Emmanuel Macron avant d'être président de la République, que Laurent Wauquiez est obligé d'aller rechercher pour pouvoir nourrir sa critique contre le chef de l'État. Et puis 2 autres éléments qui, là, datent, en tout cas sont totalement imputables à 100% à la responsabilité d'Emmanuel Macron sur les crédits de la défense et le départ du général de Villiers, d'une part, et d'autre part, sur la critique qui porte sur le pouvoir d'achat et la hausse de la CSG qui repose pour une large part sur les retraités imposables. On voit que c'est assez difficile pour Laurent Wauquiez de trouver un seul angle d'attaque. Il essaye de ratisser le plus large possible. Et pour revenir sur celui qui semble le plus porteur pour lui, à savoir le pouvoir d'achat, la CSG, et les impôts, là, il prend le risque d'être démenti par les chiffres, puisqu'on sait qu'il y a une bataille de chiffres, une bataille de communication sur ce qu'est le pouvoir d'achat, ce que sont les impacts de la politique économique du gouvernement. Et on verra au cours des prochaines publications de l'INSEE
si oui ou non Laurent Wauquiez a eu raison de porter cette attaque, si oui ou non le pouvoir d'achat des Français a diminué cette année ou pas. C'est évidemment un enjeu important pour les Français eux-mêmes, mais aussi politiquement, de savoir qui a raison sur ce terrain. C'est peut-être là qu'on mesure toute la difficulté de s'afficher en tant que opposant, peut-être même premier opposant, puisque c'est ça l'ambition, face à Emmanuel Macron et face à une partie des troupes d'Emmanuel Macron qui viennent très précisément des Républicains. Oui, alors c'est pour ça que Laurent Wauquiez, il essaye de se poser effectivement en premier opposant, mais aussi, et peut-être surtout dans cette séquence-là, en porte-parole finalement de ce qu'il appelle la majorité silencieuse, dont font partie les classes moyennes, notamment selon lui, et de la France des territoires, c'est-à-dire tous ceux dont il estime que finalement il paye la politique d'Emmanuel Macron, et notamment les toutes premières réformes et la réforme de la fiscalité. Laurent Wauquiez l'a dit, la baisse de la taxe d'habitation, c'est 3 milliards, la hausse de la CSG, c'est 23 milliards. Alors, c'est dit de façon, c'est un raccourci, bien évidemment, mais on voit bien que là, il touche juste pour toute une partie de l'électorat, des retraités, des classes moyennes, effectivement, qui vont peut-être avoir du mal à se retrouver dans les réformes d'Emmanuel Macron, quand au-delà des baisses ou des hausses d'impôts, il faudra ajouter la hausse du prix du diesel, la hausse du prix des cigarettes, et c'est là-dessus que table Laurent Wauquiez, c'est-à-dire au-delà du sentiment d'attente plutôt bienveillante de l'opinion vis-à-vis d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Lui a la conviction, et il joue là-dessus, que tôt ou tard, les Français feront leur compte et s'apercevront finalement que la politique d'Emmanuel Macron ne leur profite pas tant que ça en tout cas. Et puis Emmanuel Macron n'entend pas laisser le monopole du dossier immigration au Front National. Il l'a redit cet après-midi. Il y a trop d'immigration en France et il faut réduire de façon drastique l'immigration avant qu'il ne soit trop tard. Les mesures proposées par le gouvernement ne sont absolument pas à la hauteur du défi. On fait semblant de s'occuper du sujet. Voilà, Laurent Wauquiez, il y a quelques minutes, à l'occasion de son discours devant ce Conseil national. Et on y est toujours au Conseil national. On y retourne d'ailleurs du côté de la mutualité avec Virginie Calmels, qui est aux côtés de Dorian Mancini. Oui, Jean-Pierre, Laurent Wauquiez. Bonjour Virginie Calmels. Laurent Wauquiez veut faire de ce Conseil national le premier jour de la reconstruction de votre parti. Est-ce qu'au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, la reconstruction, elle ne va pas être beaucoup plus compliquée que prévu pour vous? Écoutez, la famille politique de la droite est en pleine reconstruction après une année difficile. Pour moi, c'est l'union de différentes sensibilités, de différents talents, de complémentarité d'hommes et de femmes. Vous l'avez vu aujourd'hui. On sait qu'on aura du temps devant nous. On a besoin de convaincre les Français qu'on a réellement autre chose à apporter à leurs problématiques quotidiennes. Et je pense qu'au contraire, c'est la force de la complémentarité de nos sensibilités qui va permettre d'avoir le meilleur projet pour la France. Mais ne surjouons pas nos différences, parce que le socle, il est commun, il est là, on a des valeurs communes et il ne faut pas surjouer nos différences. Et vous parlez de ces sensibilités. Ce matin, Maël De Caland dit qu'il n'a pas été écouté. On a vu Valérie Pécresse siffler à son arrivée et durant son discours. Est-ce que ces différentes sensibilités, elles seront entendues dans le parti ? Je ne suis pas sûre que ce qui ait été sifflé, c'est ce que porte Valérie Pécresse, ni sa personne, ni son mouvement. C'est parce qu'elle est arrivée en retard et qu'alors que Jean Leonetti faisait son discours, elle saluait un certain nombre de militants, donc ça en a agacé sans doute certains. Je pense que nous avons besoin de nous respecter les uns les autres, de nous écouter les uns les autres, mais ça passe pas forcément par des postes ou par des combats de personnes. Moi, je crois aux idées, je crois qu'une famille politique, c'est le lieu de l'échange d'idées. Je suis profondément libérale, humaniste. J'ai envie de restaurer l'ascenseur social, de rendre à chacun sa chance. Je suis une amoureuse du travail et du mérite. Peut-être que je ne serai pas entendue sur tout. C'est pas pour ça que je quitterai cette famille politique. Parce qu'une fois encore, notre socle de points communs est bien supérieur aux divisions qui sont souvent un peu exagérées ou surjouées par les uns et les autres. Et vous critiquez, vous trouvez ça dommage, les gens qui quittent cette famille politique ou comme votre mentor, Alain Juppé, qui prennent du recul?
Non, je le comprends. D'abord, Alain Juppé, vous le savez, je suis sa première adjointe au maire à Bordeaux. J'ai beaucoup d'estime pour lui et de respect. Il a indiqué qu'il souhaitait se mettre en recul, notamment de la vie politique nationale. Il est très investi sur le terrain à Bordeaux. Et puis après, chacun est libre de faire ses choix. Il a dit aussi qu'il souhaitait que ce soit une nouvelle génération qui prenne le relais. On ne peut pas critiquer sans arrêt les hommes politiques d'être restés aussi longtemps dans la vie politique et les critiquer quand ils montrent qu'ils prennent du recul. Je trouve que c'est respectable et j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. C'est peut-être une évolution naturelle du cycle de la vie. Merci beaucoup Virginie Calmels d'avoir répondu en direct à nos questions. C'était Virginie Calmels. Merci à vous, Oriane Mancini. La première vice-présidente des Républicains, qu'on a aussi entendue à la tribune cet après-midi à l'occasion de ce Conseil national des Républicains. Alors évidemment, il y a eu cette... on me dit qu'on va retrouver à nouveau Oriane Mancini. Elle est cette fois aux côtés de Christian Jacob, bien qui est le président, bien sûr, du groupe Les Républicains, mais à l'Assemblée nationale. Oui, avec Christian Jacob. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé cet après-midi, ces sifflets envers Valérie Pécresse qui ont montré une image de votre famille politique qui n'est pas forcément une famille rassemblée? C'est tout à fait anecdotique par rapport au reste de la journée. L'essentiel était ce matin, le débat avec nos responsables départementaux, le discours de Laurent Wauquiez après-midi, l'intervention des jeunes, le cap qui est fixé, le bureau politique en place et maintenant notre famille politique est sur les rails. C'est ça qui compte. Le reste, vous savez. Alors un bureau politique qui ne comporte pas les sensibilités à la hauteur, en tout cas de ce qu'espéraient les concurrents de Laurent Wauquiez, Maëlle de Calan et Florence Portelli, qui s'en sont vivement émus. Est-ce que c'est une erreur politique, stratégique de la part de Laurent Wauquiez? Non, mais écoutez, tout ça est ridicule. L'important, vous savez, les gens qui ont... Laurent a eu les mots qui convenaient, c'est-à-dire quand vous avez des idées, des projets et l'envie de travailler, vous êtes les bienvenus et il y a de la place. On n'est pas là pour faire des petites écuries qui ressemblent à rien. Il faut être là sur le fond. Tous ceux qui ont envie de porter des idées ou des projets sont les bienvenus, ont toute leur place et voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. On a vu tout au long du discours de Laurent Wauquiez que sa cible principale était Emmanuel Macron. Est-ce que le chemin va être encore long pour que Laurent Wauquiez s'installe comme l'opposant numéro 1 au chef de l'État? L'opposant, il l'est, et nous le sommes à l'Assemblée, ne serait-ce que par le nombre. Nous sommes 100 députés, le plus grand groupe d'opposition à l'Assemblée. Maintenant, c'est une phase de reconstruction. Après 2 défaites qui sont celles des présidentielles et des législatives, une génération de nos dirigeants qui est partie, il faut reconstruire. Ça prend du temps, mais ça se fait avec méthode, avec rigueur, avec sérieux, et c'est tout le travail que nous avons eu aujourd'hui. Et Laurent Wauquiez a-t-il la personnalité adéquate pour reconstruire? N'est-il pas trop clivant? Non, il a au contraire toutes les qualités. Vous savez, la démonstration, il l'a d'abord fait chez lui. Quand on est élu, réélu dans une ville de 20 000 habitants, le Puy, et que vous faites plus de 70% au premier tour, c'est que vous avez une sacrée capacité de rassemblement. Quand on gagne une région, comme il a gagné la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on a une sacrée capacité de rassemblement. Et d'ailleurs, dans sa majorité, toutes les sensibilités y sont représentées, des Modem, des UDI et bien sûr des Républicains. C'est un homme de rassemblement, c'est un homme aussi qui a l'autorité, mais c'est normal, c'est ce que l'on attend d'un président de parti. En tout cas, il a su donner les signes à tous ceux qui avaient envie de travailler. Merci beaucoup, Christian Jacob, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci à vous, Oriane Mancini. Merci bien sûr à Christian Jacob d'avoir été jusqu'à votre micro dans cette salle de la Mutualité où avait lieu ce Conseil national des Républicains. 2 thèmes importants, l'insécurité et l'immigration, ont été aussi développés par Laurent Wauquiez pour bien parler aussi, affirmer une ligne politique. Oui, avec une attention très particulière qu'il a marquée pour les forces de l'ordre, pour les policiers qui sont victimes d'agressions parfois. Il a cité des chiffres, Laurent Wauquiez, et à travers cette adresse qu'il a vis-à-vis des policiers et des gendarmes, eh bien, il faut comprendre qu'il y a une stratégie politique aussi. C'est-à-dire qu'on a un corps électoral au sein de la fonction publique, et notamment au sein des forces de l'ordre, qui a été très sensible aux thèses du Front National et de Marine Le Pen, et qui a eu un vote FN assez fort. Et donc on comprend bien qu'il n'y a pas seulement de la compassion, on va dire, de la part de Laurent Wauquiez pour les policiers qui sont victimes d'agressions, mais aussi une stratégie politique de s'adresser à cet électorat frontiste. Il l'a dit, il l'a répété, il souhaite, il veut que les électeurs du Front National votent
pour les Républicains votent pour lui. Et donc, en allant sur le terrain de l'immigration, en allant sur le terrain de l'insécurité, comme il l'a fait dans ce discours, eh bien, il est dans l'application de sa logique politique. Sur l'immigration, c'était particulièrement flagrant. Je refuse de laisser le monopole à l'immigration à l'extrême droite, a-t-il dit. Il y a trop d'immigration en France. Il faut réduire l'immigration en France. Vous ne pouvez pas être beaucoup plus clair concernant la ligne qu'il entend mener à la tête de son parti sur cette question de l'immigration. Oui, sur ces deux sujets, il a à la fois tapé sur Emmanuel Macron en reprochant notamment au président de capituler face à l'insécurité et il a essayé il a clairement été sur les plates-bandes du Front National. Donc, cogner contre Macron et empiéter sur le terrain du Front National avec des propositions, effectivement, comme l'abaissement de la majorité pénale en matière de sécurité ou encore les peines planchées pour ceux qui portent atteinte physiquement aux forces de l'ordre. Et puis en matière d'immigration, effectivement, où il a ouvert le débat sur des questions comme le regroupement familial, comme la question des quotas, comme également les visas accordés aux étudiants ou encore le droit du sol. Donc des sujets particulièrement lourds et clivants. Et on voit vraiment qu'il est dans cette double stratégie, à la fois décrédibiliser Emmanuel Macron sur ces sujets importants pour l'électorat de droite et en même temps, effectivement, faire concurrence au Front National pour essayer de ramener un certain nombre d'électeurs du Front National qui, d'année en année, sont partis voter pour Marine Le Pen. Et puis une ligne rouge, j'en ai noté deux, concernant les prochaines élections européennes. Il va demander de retrouver la souveraineté nationale en matière d'immigration. Il va en finir avec Schengen. Et puis non à l'élargissement aux pays des Balkans qui n'ont pas encore adhéré à l'Union européenne. Voilà, là, il a tracé deux lignes rouges sur lesquelles il entend se différencier par rapport notamment, j'imagine, à La République En Marche. Oui, bien sûr. Hier, Christophe Castaner, le patron de La République En Marche, disait qu'il voulait avoir une liste aux européennes qui irait de Daniel Cohn-Bendit jusqu'à Alain Juppé. Donc on aura une pensée, un soutien à l'Europe qui sera matérialisé autour de La République En Marche. Et puis de l'autre côté, sans doute, le Front National, la France Insoumise et les Républicains sur des lignes beaucoup plus eurocritiques. Et ça sera vraiment le test pour Laurent Wauquiez l'année prochaine, les européennes, savoir si sa ligne est vraiment soutenue ou pas. Merci Nicolas Prissed, merci Ludovic Faux de nous avoir accompagnés et d'avoir bien parlé à propos de ce Conseil national des Républicains que nous avons proposé en direct et en quasi-intégralité sur nos antennes des chaînes parlementaires. Merci à Oriane Mankini qui était sur place à la Mutualité. Merci bien sûr à toutes les équipes techniques, Albert Ripamonti pour la rédaction en chef. À très bientôt sur les chaînes parlementaires. C'est la suite de nos programmes sur le Canal 13.